Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Baz de Fordham Télé. On va inaugurer une nouvelle rubrique, une revue de presse. Alors, je faisais ça il y a quelques mois. Je vais le remettre au goût du jour. Voilà, du coup, ça va permettre de faire des petites vidéos assez courtes, mais en fait, en résumant un petit peu les sujets d'actualité de l'Olympique de Marseille, sans forcément faire une émission complète. Première information qui avait eu lieu en début de semaine, c'est l'encadrement de la masse salariale de l'Olympique de Marseille par la DNCG. Donc un coup de semonce du gendarme financier de la Ligue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'OM a trop puisé dans ses réserves pour donner des salaires conséquents aux nouveaux joueurs et déjà ceux qui étaient là, hein, qui avaient déjà des salaires de fou, notamment Jordan Verretou par exemple. Mais Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple, ont eu de gros salaires cette année en arrivant, qui fait que la masse salariale a de nouveau explosé, alors qu'elle était à peu près encadrée par l'OM ces dernières années. Ça replonge, donc l'OM n'a plus de sous, voilà, et c'est pour ça que l'OM ne peut plus, on va dire, recruter tant qu'elle ne fait pas baisser les salaires qu'elle donne à des joueurs. Donc ça a quoi comme conséquence? Alors on n'est pas encadré au niveau des transferts, mais ça veut dire à peu près pareil. C'est que l'OM ne pourra pas augmenter sa masse salariale sans enlever des salaires. Ça veut dire sans vendre ou sans prêter ou sans libérer des joueurs de son effectif. Donc c'est pour le mercato d'hiver. Ça signifie que l'OM sera quand même assez limité dans ses actions, puisqu'elle devra forcément faire partir des joueurs avant d'en recruter, ou disons à la fin, il faudra qu'il y ait un équilibre pour que cette masse salariale reste identique et n'augmente pas. Voilà, donc l'OM est prévenu par rapport à ça. Alors, le communiqué de presse de l'Olympique de Marseille en disant que tout va bien, non, ça va pas bien. Si tu es sanctionné par la Ligue, par la DNCG, c'est que forcément, tu n'es pas allé, t'es allé au-delà de ce que tu avais promis, à quoi tu t'étais engagé lors du dernier passage de la DNCG. Autre chose que ça veut dire, eh ben, ça veut dire que les gars, il n'y a pas d'actionnaire, de nouvel actionnaire qui serait derrière et qui mettrait de l'argent. Non, alors, ou alors il est bidon, l'actionnaire. Voilà, donc ça, ces fantasmes-là, il faut les enlever, hein, ce que peut dire des journalistes, enfin, ceux qui prônent la vente OM, enfin, pas qui prônent la vente OM, c'est pas ce que je veux dire, mais qui martèlent avec des arguments, des indices, comme quoi et l'argent, d'où il vient? Mais l'argent, il vient de ma courte, et l'argent, ma courte, il la met plus, et qu'il n'y a plus d'argent, et que voilà, et du coup, la DNCG frappe. Donc, voilà, donc tous les arguments qui disent que depuis 2020, 2021, de l'argent a été mis, voilà, ça c'est faux, c'est archi faux, et forcément, les faits le prouvent. Voilà, on va passer ensuite à la deuxième petite info. Jean-Pierre Papin qui passe à la réserve. Mehdi Benassia qui arrive. Mehdi Benassia qui arrive comme conseiller sportif, alors que Jean-Pierre Papin était conseiller sportif. Apparemment, il a mauvaise, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse. Ben, je le comprends, hein. On va prendre un gars qui pas trop, enfin, qui a l'expérience juste en tant qu'agent de joueur, et on va lui demander d'être conseiller. Honnêtement, je préfère avoir un conseiller comme Jean-Pierre Papin qui a quand même plus grande expérience que Mehdi Benassia. Bon, ça c'est une parenthèse, mais bon, voilà. C'est un peu le bordel. En gros, voilà, tous ces changements, David Friot, Ribalta qui partent, là, il y a des personnes au centre de formation, dans les équipes de jeunes. Enfin, il y a un grand ménage qui est fait. Il y a une grosse rotation, ça n'arrête pas des va-et-vient. Ce turnover est assez insupportable et ça prouve que voilà qu'il y a un manque de pérennité au sein de ce club, de la faute de Franck McCourt et Pablo Longoria, quoi. Et autre chose, on voit bien que le remaniement qu'il y a eu il y a quelque temps avec la prise de contrôle de Stéphane Tessier, hein, qui est devenu maintenant directeur général, alors qu'il était juste directeur financier, elle devient omnipotente. On voit pour le match d'Ajax, ça va être après le dernier sujet.
je ne l'ai pas vu dans la tribune. Ils ont montré à la télé Stéphane Tessier et Jean-Pierre Papin. Il n'y avait pas Pablo Longoria. Donc ça prouve que le vrai patron, c'est Stéphane Tessier et que Pablo Longoria, il est resté, mais il n'est plus vraiment président de l'Olympique de Marseille. Donc le bateau quand même navigue à vue, quoi. C'est pas très beau au niveau extra-sportif. On peut pas dire que ça soit l'image d'un club sain au niveau financier, on vient d'en parler, et au niveau des structures très pérennes, quoi. Donc c'est pas très beau à voir. L'OM est vraiment dans une passe pas top. Et enfin, le troisième sujet, ben, c'est le match d'hier entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax au stade Vélodrome, 60 000 personnes, pour la 5e journée de Ligue Europa, où l'OM s'est imposé 4 buts à 3 face au club néerlandais et ainsi se qualifie pour le prochain tour d'Europa League. Alors c'est toujours un peu compliqué cette Europa League parce qu'effectivement l'OM est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Au barrage, voilà, au barrage, c'est-à-dire avec des équipes reversées de Ligue des Champions notamment, et d'autres équipes. Donc l'OM devra faire un tour de plus, ou alors s'il termine premier lors du dernier match, donc c'est-à-dire ne perdant pas à Brighton, l'OM sera directement qualifié pour le 8e de finale, en évitant en plus les reversés de Ligue des Champions. Donc il y a quand même une énorme différence entre les deux situations, soit tu es qualifié pour les 16e avec une possibilité d'avoir un club de Ligue des Champions, ou alors tu es qualifié en 8e de finale. Donc tout l'enjeu de la dernière journée à Brighton, de ne pas être défait en Angleterre. Donc sur ce match, qu'est-ce que je peux dire? Bah, déjà très content parce que bon, j'étais quand même assez blasé ces derniers temps. J'ai d'ailleurs pas regardé le match de Strasbourg. Bon, j'avais des copains qui venaient manger, mais bon, ça tombait pas mal parce que j'avais pas forcément envie de le voir. Voilà, ça fait quelques temps où vraiment j'en peux plus de ce niveau. Clairement, on a une équipe les plus faibles techniquement depuis très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce qu'il faut remonter. Peut-être que la dernière fois où l'OM a joué le maintien. En tout cas, voilà, c'est d'une faiblesse technique ahurissante. On ne s'est pas aligné 2 passes d'affilée. Il y a du déchet, mais incroyable. Quand tu remontes le ballon, tu arrives à récupérer le ballon et tu n'arrives pas à faire les passes pour pouvoir ensuite mener le danger. On a fait quelques-uns, bien, sinon on n'aurait pas gagné. Mais voilà, c'est quand même insupportable à voir, quoi. C'est un déchet technique ahurissant. Je ne sais même pas si à petit niveau, il y a un tel déchet technique. J'exagère évidemment, mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Alors, est-ce que c'est mental? Ça peut être mental aussi. Mais ça prouve que, bon, mentalement, c'est pas terrible. Et bon, au niveau technique, enfin, des joueurs, c'est quand même assez impressionnant. Il y a des joueurs qui se révèlent au niveau négatif, notamment Renan Lodi, hein, où en début de saison, on a pu croire que c'était un bon joueur. Bon, on voit quand même ses limites, où il est tout le temps dépassé sur son côté, il ne sait pas où se situer, ça passe dans son dos, de l'autre côté, enfin, il se fait vraiment systématiquement passer, ça fait peur, et offensivement, mais, autant en début de saison, il faisait quelques bons centres, autant là, il n'y a plus rien, quoi. Et Jonathan Klaus, ben, l'impression que le bon Jonathan Klaus, c'est maintenant, il est plus en équipe de France qu'à l'OM, il est exténué, ça on le sait, il peut pas cumuler les matchs de Ligue des Champions, Ligue des Champions avant, plus après Europa League, plus d'équipe de France, plus de championnats, c'est pas à son niveau. Enfin, moi, je vais pas faire tous les joueurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau. Sur le match en lui-même, alors évidemment, un match spectaculaire, hein, avec 7 buts, avec des égalisations à chaque fois de l'Ajax et l'Ajax qui marque et qui égalise dans les dernières minutes, et puis l'OM finalement qui dans les arrêts de jeu reprend l'avantage définitivement. Donc ça forcément au niveau du palpitant, au niveau des émotions, ça a été assez fou. On est vraiment passé par les montagnes russes hier où l'OM marque 21 secondes après, l'OM se fait égaliser. L'OM marque à nouveau 2 minutes 23 après, l'OM se refait égaliser. On marque le troisième but. Il y a une expulsion d'un joueur de l'Ajax, donc tu mènes au score, tu as un avantage numérique. Alors bon, dans ma tête, je me disais, c'est pas fini, hein, parce que on a malheureusement l'expérience de cette saison où Metz, ou je sais plus quel adversaire, où à chaque fois qu'on est allé faire une numérique, ça s'est mal passé, quoi. On a souvent perdu, on a pris plus de buts qu'on en a marqué, donc ça fait un peu peur.
Et là, bon, finalement, on a fait 1-1 en supériorité numérique. C'est quand même assez fou, quoi. On a vu que ça a cassé les jambes totalement de l'Ajax, cette expulsion. Mais nous, on s'est contenté de faire tourner le ballon et d'attendre le chrono, quoi, les gars. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux très bien prendre en compte ce qui est arrivé. Et puis l'Ajax est très très bon offensivement. Et des très bonnes combinaisons. Et puis on se prend un but, quoi. Alors que si tu avais poussé, normalement, tu pouvais leur mettre la tête sous l'eau. Et du moment qu'il y avait 2 buts d'écart, ben, ils ne seraient pas revenus, l'Ajax, ils ne seraient pas revenus dedans parce qu'il leur fallait absolument gagner ce match. Donc le match était plié, quoi. Bon, voilà. Donc on a réussi quand même à marquer ce dernier but par une faute assez incroyable du gardien. Et heureusement, et Aubameyang, son deuxième penalty, n'a pas tremblé et a marqué, a délivré tout le stade Vélodrome. Un match décousu. Alors, ce qu'on peut dire au niveau positif, c'est que l'OM, mentalement, même s'il y a des joueurs qui sont faibles, ont quand même réussi à se remettre dedans à chaque fois que l'OM subissait une égalisation. Alors, c'est sûr que c'est pas pareil de l'inverse, quoi, quand même. Mais bon, voilà, à chaque fois de se faire rejoindre à la tête des Marseillais, surtout que c'est le constat de la saison où l'OM n'arrive pas à gagner les matchs, quoi. C'est quand même sur beaucoup de matchs sans succès. Donc ça, c'est quand même positif de pouvoir quand même aller à chaque fois, allez, on a pris un but, on revient, on remet un but et finalement on arrive à arracher cette victoire. C'est positif ça. Ensuite, il y a eu quand même quelques belles situations offensives intéressantes. Mais ça reste quand même pas assez, quoi. Je veux dire, certes, il y a 4 buts, enfin, il y a quand même 2 buts sur penalty. Euh, voilà, il y a quand même des combinaisons qui vont pas au bout parce qu'il y a un déchet technique assez impressionnant. Il n'y a pas eu énormément de ratés. C'est vrai qu'on a été assez efficace, même si dès la première minute, je crois qu'on a une occasion. Mais voilà, donc c'est vrai que quand tu arrives à être un peu plus efficace, ben, tu arrives quand même à marquer plus de buts. Donc voilà, ensuite, ben, il y a quand même au niveau individuel des joueurs qu'on a retrouvés. Aubameyang qui était à la retraite, hein, depuis le début de la saison, il est à la retraite, à part en Coupe d'Europe où c'est vrai qu'il a quand même marqué quelques buts. Là, ben, il a déjà eu le cran pour marquer ses 2 pénaltys. C'est pas forcément tout le temps évident, surtout quand tu te fais siffler à l'annonce des compositions de l'équipe, ce qui d'ailleurs me choque pas, hein, puisqu'il est quand même assez pitoyable depuis le début de la saison. Donc il a réussi à passer tout ça, surpasser tout ça. Et puis il marque un but extraordinaire avec ce retourné qui est vraiment très très bien exécuté. Donc un Aubameyang buteur, un Aubameyang comme on le souhaite et comme on l'a vu ailleurs, même si c'est vrai qu'il n'a jamais eu une grosse efficacité, mais il a marqué quand même beaucoup de buts dans les clubs où il est passé. Donc voilà, donc est-ce que c'est définitif? On peut pas, un match n'est jamais définitif, et puis il y a quand même une dynamique. Voilà, donc là c'est qu'un match, il faut voir la dynamique. On va prendre Rennes. J'y crois pas trop qu'on arrive à gagner Rennes. Puis après, il y aura Lyon qui peut-être sera un peu mieux avec le changement d'entraîneur et tout. Donc ça, c'est à voir. Ça sera donc chaque match est une autre histoire. Et on est tellement quand même malade que on va pas de suite être guéri, quoi. Donc voilà, Aubameyang qui revient, ça c'est intéressant. Après, on a vu un Ismail Assar, bon, qui peut faire mieux, mais on a vu quand même que quand il arrivait à déborder, quand il s'autorisait à faire des dribbles, à utiliser sa vitesse, ben, il arrivait à dépasser les défenseurs, pas tous les défenseurs de France évidemment, et d'Europe, mais en tout cas, hier soir c'était le cas. Et après, il se montre dangereux. Harit, sur quelques coups de patte, eh ben, il peut faire quelque chose. Jonathan Klaus, on sait qu'en coup franc, il peut faire pas mal de trucs. Donc en corner, il était magnifique son corner. Et Mbemba de la tête est bon. Voilà. Après, forcément, défensivement, ça a été la catastrophe. C'était la cata, quoi. Ça a été catastrophique. On voit Gigot, c'est un guerrier. Ouais, enfin, il laisse quand même passer d'énormes situations dans son dos. Le premier but de l'Ajax, ça vient quand même en partie de lui. Pas que de lui, évidemment, mais voilà, on se fait transpercer aussi bien au milieu que dans l'axe de la défense, sans parler du côté de Lodi aussi. Donc c'est quand même une défense gruyère et mentalement très très fragile, quoi. Et qu'il y a une combinaison pour qu'on se prenne un but. Et puis Lopez, voilà, il va te faire un arrêt, mais sur de nombreux tirs, il n'est pas décisif, quoi. Et il a le droit d'être un peu plus décisif quand même quand sa défense l'abandonne, quoi.
Et ça c'est quand même assez récurrent. On ne peut pas dire qu'il se soit relevé la tête et que c'est de nouveau un grand gardien. Donc il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. On ne peut pas se contenter de matchs comme ça. Mais par contre, voilà, il y a eu l'émotion, un stade plein, on marque des buts, on arrive à arracher la victoire, la qualification. Donc c'est quand même très, très positif. On s'est couché avec la banane et on a passé une bonne nuit, quoi. Mais voilà, mais forcément pour la suite, il faudra quand même que ça progresse. Est-ce que ces joueurs-là en sont capables? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que l'entraîneur en est capable? Ça, c'est compliqué aussi. Voilà, bon, s'il fallait, il faudrait changer l'entraîneur, beaucoup, beaucoup de joueurs et les dirigeants aussi et l'actionnaire. Bon, mais voilà, on va prendre petit à petit. Malheureusement, on n'a pas de prise sur ça. Voilà les amis, donc on se retrouvera régulièrement pour une revue de presse avec souvent un match incorporé à cette revue de presse et après quelques infos que je commenterai. N'hésitez pas à me faire des commentaires, éventuellement des sujets que vous voulez que je parle dans cette revue de presse. Voilà les amis, merci, à bientôt, au revoir.